Voilà. Je vous en prie. Comment allez-vous? Bonjour, ça va bien? Excellence, monsieur le ministre, comment allez-vous? Voilà. Tout à l'heure, on m'a dit, il y a monsieur le directeur régional du Couvreur. Bonjour, comment allez-vous? Voilà. Ah, ça va? Vous voyez pas les grands journalistes arrivent, on fait venir les personnalités de niveau, quoi. Comme ça, parce que c'est ça. Merci d'être venu, je vais vous édifier carrément tout à l'heure avec... Bon, on va pas perdre le temps. On m'a dit que il y a une dame qui a écrit un livre là. Bon. C'est seulement que je vous ai pas dit que je suis un journaliste pas comme les autres. Moi, je ne pose pas les questions dans la complaisance, quoi. Partout où je suis passé, toutes les questions que j'ai posées sont restées dans l'histoire. Moi, j'ai interrogé les grands hommes du monde, hein. Oufo comme ça, je l'ai interrogé. J'ai interrogé aussi Thomas Sankara, j'ai interrogé Rolex, j'ai interrogé beaucoup de gens. Bon, mais bref, c'est pas pour ça que je suis venu aujourd'hui. Elle est où la femme qui a écrit le livre? Elle n'est pas venue. Elle a peur de mes questions, elle n'est pas venue. C'est elle qui est là. Madame, ça va? Ah, vous êtes aussi belle dans le contenu de votre livre qu'en vrai. Bon, écoutez, madame, moi je n'ai pas trop le temps. Passez là-bas, je vais vous bombarder de quelques questions, vous allez partir à la maison. Appréciez très conférence, s'il vous plaît. Merci, madame la ministre. Merci pour votre présence. Merci de vous installer là où vous voulez. Non, moi j'écris dans un journal qu'on appelle le Rumeur du pays. C'est-à-dire, c'est que nous on a vu, ce qu'on n'a pas vu, on écrit. C'est pour ça que je suis là. C'est la première fois que je vois une situation vraie sur laquelle je vais faire un reportage, quoi. Voilà. Madame, ça va? Ça va, merci. Vous êtes bien installé? Ça se voit, non? Je peux commencer déjà? Vous allez voir, mes questions là, elle ne pourrait même pas répondre à ça. C'est pour qu'elle a impressionné, sinon moi les questions que je pose. Moi je pose les questions dures, hein. Vous voulez savoir, tu es mon collègue. Bon, faut pousser là-bas, vous ne vous avez pas invité. C'est nous les vrais journalistes. Ok, madame. Attendez, je vais mettre ça là à côté de vous. Ne vous en faites pas. J'ai payé ton livre là au Grand Carrefour de Koumassi. Monsieur le journaliste, Je vous intimide. C'est un jeune là. Je ne sais pas si c'est original là, mais j'ai payé ça au Carrefour. Donc, vraiment le livre, il est beau. Il est beau. Et madame, on va commencer tout de suite quand le blanc là va partir. La peine des lois, si le blanc se met au milieu, quitte là. Donc, madame, bon, d'ailleurs, ne vous laissez pas trop intimider par ma carrure de grand journaliste, hein. Je vais vous mettre à l'aise, quoi. Mais c'est vous qui êtes intimidé, vous avez du mal à monter, vous asseoir. J'ai fait ça vraiment. Mais oui. Okay. Bon, mais d'accord, madame, tout de suite, nous allons partir avec la première question. Parce que j'ai lu le livre, je l'ai regardé dans le fond et dans la forme. J'ai vraiment vu beaucoup de choses. Mais tout de suite, ce qui m'a impressionné, c'est le titre du livre. Soigner les certitudes. Soigner les certitudes. Madame, vous vous ennuyez ou bien? Parce qu'il y a tellement de problèmes dans le monde. Il y a la pauvreté, il y a le palu d'Akwaïdo. On n'a même pas encore fini de soigner ça. On a les problèmes avec Corona, on n'a même pas encore fini de soigner. Donc toi, quelque chose on ne voit pas, c'est ridicule, c'est abstrait. C'est ça que toi tu veux soigner. Pourquoi? C'est vraiment difficile de répondre à la question posée de cette manière. Pourquoi soigner les certitudes? Il y a tellement de clichés autour de l'Afrique. Il y a tellement de clichés autour, par exemple, des capacités des femmes africaines. Il y a tellement de clichés et de préjugés autour des potentialités de la jeunesse africaine qu'il faut aujourd'hui regarder autrement, laisser tomber tout ce qui nous retire, tout ce qui nous tire vers l'arrière et se dire que nous pouvons tutoyer les sommets. Waouh! Applaudissez pour elle, hein? En fait, je sens que notre débat là, c'est un débat de niveau. Parce que depuis que je pose les questions, c'est la première fois que j'ai gagné des batailles, quoi.
Donc, madame, je suis tout à fait à l'aise avec déjà l'entrée du sujet. Alors, la deuxième question que j'ai pour vous, c'est que je sais que tout le monde se pose la même question. En tout cas, tous ceux qui ont tutoyé le livre, certainement ont dû remarquer la même chose que moi. J'ai vu que vous avez parlé beaucoup de citoyens économiques. Citoyens économiques, c'est trop grand comme mot. Mais vous avez déjà mis ça dedans. En tout cas, quand vous avez dit citoyens économiques, nous, à Yopougo, quand les gens disent c'est économique, là, ça veut dire que c'est moins cher. Et puis ça veut dire que tout le monde peut avoir ça. Bon, par exemple, quand on dit ampoule économique, c'est-à-dire que c'est ampoule, ça ne consomme pas beaucoup. Quand vous mettez dans votre maison à la fin du mois, facture là, ça vient petit. Ou bien nourriture économique, gari comme ça. Vous voyez gari? C'est petit comme ça, mais quand tu mets dans l'eau, ça gonfle beaucoup petit. Ou bien du riz. Maintenant, vous avez dit citoyen économique. Citoyen économique là, c'est quel genre de citoyen? C'est quelqu'un qui ne dépense pas beaucoup, ou bien c'est quelqu'un qui est court, ou il ne prend pas beaucoup de place. C'est quoi citoyen économique là? Bon, monsieur le journaliste, vos questions sont tellement longues que je dois m'efforcer de faire des réponses courtes, compréhensibles. Voilà. Citoyen économique, vous avez essayé de faire une interprétation. Comme vous savez un peu ce qu'on fait pour les tableaux des artistes, après chacun essaie d'interpréter à sa manière et selon son vécu. Et je vous félicite d'ailleurs parce qu'un citoyen économique, c'est en fait cet artisan de développement, mais qui lui-même œuvre pour son développement personnel et de sorte à contribuer à la création de la richesse dans son pays. En termes plus clairs, c'est le citoyen qui lui-même, étant un acteur, puisse de façon transformationnelle concourir à un bien-être d'abord individuel et collectif de sa localité, de sa communauté. Ça peut être son quartier, ça peut être sa maison, ça peut être son pays, ça peut être sa région. Waouh! Applaudissez encore pour elle. Franchement, vous m'impressionnez de plus en plus, quoi. Je sais qu'avec vous, c'est moi qui apprends même. C'est même pas vous qui apprenez. Ah, vous reconnaissez, en fait. Je le connais. En tout cas, bravo à vous. Applaudissez encore, madame. Vous avez besoin d'applaudissements parce que la question qui vient là seulement, je sais que vous ne pouvez pas répondre à ça. J'ai peur. Là, j'ai peur. C'est du lourd, c'est que j'ai ici là. Ouais, c'est du lourd. Parce que quand j'ai lu le livre, madame, là, même, je ne sais pas quoi. C'est un mot qui fait vraiment qui est d'actualité chez nous. Vous avez parlé d'inclusion financière. Bon, dans l'inclusion financière, on peut diviser en les deux mots là. Il y a inclusion et puis il y a financière. Financière, c'est l'argent. Maintenant, inclusion là. Ça, là, il n'y a pas longtemps, nous, on a fait son palabre ici. Parce que inclusion, c'est ça qui a créé l'adjectif inclusif. C'est-à-dire que tout le monde doit être dedans. Je sais, madame, une confidence. Monsieur le ministre du gouvernement, on avait les gens ont dit c'est pas inclusif. Il y en a qui ont dit ça. Victor va te répondre. C'est pas moi, il y a des gens qui ont dit. Donc, je veux dire que les gens ont fait palabre autour de l'inclusion inclusive. Et puis, on a dit que quand c'est inclusion, c'est tout le monde est dedans. Maintenant, comme ça, c'est affaire d'argent. C'est pas parce que vous avez appris qu'il y avait l'argent quelque part. On veut crier les gens pour les donner. On ne peut pas donner à tout le monde. C'est pourquoi vous avez tiré la sonnette d'alarme pour dire inclusion financière. Quand c'est comme ça, mettez mon nom, moi aussi ça m'intéresse. Applaudissez pour lui parce qu'il a très bien répondu. Il a posé la question et il a trouvé la réponse. Ben, justement, c'est ce que vous avez dit à la fin de la question. C'est bien de ça qu'il s'agit. Vous savez, nous avons la chance d'avoir parmi nous M. Paul Arietnard, patron d'EcoBank ici et de la sous-région UMOA, que nous partons d'un constat qui fait que malheureusement, il y a ce qu'on appelle l'exclusion financière et notamment l'exclusion bancaire. C'est-à-dire que nous avons des braves dames ici, par exemple, qui sont des femmes battantes, qui sont des femmes entrepreneurs. Le ministre Bictogo en a parlé tout à l'heure, mais qui, malheureusement, n'ont pas forcément les ressources qu'il faut pour développer leurs activités. Or, aujourd'hui, la jeunesse africaine a besoin de financement. Vous savez, je ne vous cache pas si je vous dis par exemple que notre continent est le continent qui a la plus jeune force vive au monde. L'âge moyen en Afrique est de 18 ans, alors que la seconde région la plus jeune au monde, l'Asie, l'âge moyen c'est de 7 ans
plus. Ça veut dire que nous avons une force vive qu'il faut nécessairement mettre au travail. Mais en face de cela, nous avons comme réponse l'entrepreneuriat, c'est-à-dire l'employabilité des jeunes, ou l'auto-employabilité des jeunes pour mieux le dire. Mais pour promouvoir cette auto-employabilité des jeunes, on a besoin d'un véhicule, on a besoin d'huiler cette machine. Et qu'est-ce qui permet d'huiler cette machine, d'accompagner l'innovation, la créativité des jeunes? Eh bien, c'est cette ressource financière qui manque souvent et que parce que malheureusement les banques classiques n'arrivent pas à répondre à la forte demande des jeunes et des femmes, il faut donc tirer la sonnette d'alarme pour aller donc vers l'inclusion financière, c'est-à-dire des mécanismes d'accompagnement technique et financier pour promouvoir le financement de l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Franchement, madame, j'ai envie d'arrêter là les questionnaires, mais bon, je pense que comme on a commencé, si je ne pose pas cette question-là, vraiment tout le monde m'en voudra. Oui, oui. Et parce que quand j'ai lu le livre, j'ai vu la préface. La préface, c'est pas n'importe qui. J'ai vu Excellence, Monsieur le Président de la République du Sénégal, Excellence Macky Sall. Madame, il y a beaucoup de présidents. Beaucoup dans le monde, surtout en Afrique. Il y a Excellence Monsieur le Président Patrick Talon du Bénin. Vous l'avez laissé. Il y a Excellence Monsieur le Président de la République du Togo, Fort Yassimé. Vous l'avez laissé. Même notre joli président d'ici là, Excellence Alassane Ouattara. Vous l'avez laissé. Et puis vous êtes parti prendre Macky Sall. J'ai une question. Pourquoi? Ça là, c'est dur, on ne peut pas répondre. Vous savez, le président Macky Sall, d'ailleurs je l'ai expliqué dans la dédicace que je lui ai faite dans l'ouvrage, le président Macky Sall fait partie de ces visionnaires africains, de ces chefs d'État qui m'inspirent. Et pourquoi m'inspire-t-il? Le président Macky Sall, en fait, a une approche très développementaliste, mais orientée sur le partage de la prospérité. C'est-à-dire qu'il ne se contente pas de créer des infrastructures, il sait qu'à côté de la création des infrastructures, il sait qu'à côté des grandes théories économiques à implémenter, il faut penser au panier de la ménagère. Et pour moi, c'est la vision que je développe de la gestion de nos États. C'est-à-dire que nous devons produire la croissance, nous devons créer la croissance, mais si on s'arrête là, malheureusement, on n'aura pas sorti nos pauvres de leur précarité. En revanche, si tout en créant la croissance, je ne vais pas rentrer dans les grandes théories économiques, ce n'est pas le lieu, mais tout en créant cette richesse-là, tout en la fabriquant, il faut à côté mettre en place des mécanismes de socio-développement qui permettent justement d'aller vers les couches vulnérables, vers ceux qui n'ont pas les moyens de s'autonomiser. Non pas dans une démarche d'assistanat, ça je proscris les démarches d'assistanat, mais dans une démarche en fait d'assistance. C'est-à-dire que quand vous apportez les capacités, quand vous apportez les compétences aux gens et que vous leur donnez la possibilité, en créant les conditions d'éclore leur plein potentiel, eh bien, vous aurez repoussé les limites de la précarité. Madame, vraiment, je peux vous dire que vous nous avez beaucoup enrichi ce matin avec tous ces éclairages que vous avez donnés sur le livre. Mais la dernière question. Encore. Voilà, c'est la toute dernière question, avant que je ne parte, c'est que je me suis documenté sur vous. J'ai fouillé. J'ai vu beaucoup de choses de vous. C'est à croire même que depuis que vous êtes ministre. Ministre. Ça même, on ne sait même plus. Et que vous vous animez même dans le ministre là. Donc on vous voit, vous avez écrit le livre. C'est le président de la République qui a préfacé ça. Madame, c'est ça là, c'est pas pour devenir président qui a écrit. C'est bon, on enlève ça. C'est bon.